Eh bien, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire sur le DevSecOps et les champions de sécurité que j'ai le plaisir d'animer. Donc, au cours de cet atelier, nous allons donc discuter de comment mettre en œuvre du DevSecOps au sein des équipes projet et surtout, c'est un débat avec trois intervenants qui ont eu l'opportunité de mettre en œuvre ce qu'on appelle des champions de sécurité ou de travailler avec des champions de sécurité et qui vont nous faire leur retour d'expérience sur les facteurs clés de succès, les points d'attention par rapport à ça. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures et donc je vais laisser nos trois participants commencer par se présenter. Donc Amine, tu veux bien commencer? Oui, merci beaucoup. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc, je m'appelle Amine Jedid. Je suis en charge de l'équipe DevSecOps au sein de l'entreprise NJ Digital, donc qui est une entreprise du groupe NJ, évidemment. Donc, nous développons des solutions digitales pour l'ensemble de nos BU qui leur permettent de piloter leurs moyens, d'aller au-devant de la transition énergétique. Donc, vous allez trouver des plateformes digitales qui ont la capacité de piloter, par exemple, des parcs éoliens, du photovoltaïque, des smart cities aussi, à Rio, par exemple, ou au Moyen-Orient sur la partie réseau chaud et froid. Voilà, donc c'est très divers. Et l'équipe DevSecOps appuie donc ces plateformes dans l'industrialisation, l'automatisation et la sécurisation de leur patrimoine et de leurs services. Merci. Merci. Bonjour, c'est Adrien. Donc je suis DevOps chez Préligence. Donc Préligence, c'est une entreprise qui développe des technologies innovantes d'intelligence artificielle pour améliorer la prise de décision opérationnelle basée sur l'analyse automatisée de données géospatiales. Et également, on agrège aussi donc différentes sources d'informations pour fournir à nos clients de la défense et du renseignement, des connaissances stratégiques, c'est sur des missions d'intérêt critique. Et donc moi, en tant que DevOps, du coup, je travaille avec différents projets, donc pour les aider, les accompagner dans la mise en œuvre de leurs solutions. Merci. Et Clément? Et donc, Clément Cunin, donc moi je suis consultant chez Revolve et donc j'interviens essentiellement auprès d'un certain nombre de grands comptes pour les aider dans leur mise en place de leur migration cloud et notamment sur tous les aspects de sécurité qui peuvent se poser lorsqu'un grand groupe essaye de migrer sur le cloud. Donc là, je vais vous faire part au sein de cette présentation de retour d'expérience de plusieurs de nos clients. Merci. Donc, je vais faire une rapide introduction juste pour poser un petit peu le contexte et expliquer pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ce sujet. Donc, je pense que je ne vais pas déflorer un secret en disant que de plus en plus d'organisations vont vers le cloud. On voit aussi en parallèle se déployer de façon exponentielle les pratiques DevOps. Le Gartner annonçait qu'en 2021, les pratiques DevOps seraient mises en place dans, selon eux, à peu près 60% des équipes de développement et c'était estimé à peu près à 20% en 2019. Donc, on voit vraiment une croissance importante. Donc, l'arrivée du cloud et du DevOps, ça vient un petit peu perturber le monde de la sécurité, mais en tout cas, ça le force à évoluer parce que c'est l'apparition de nouvelles menaces, de nouvelles connaissances à avoir, de nouvelles implémentations de la sécurité, plus de simplicité, utilisation des services managés, l'automatisation, et puis évidemment l'évolution des responsabilités avec la décentralisation d'un certain nombre de rôles et responsabilités dans les équipes projets. Toutefois, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a toujours dans le monde de la sécurité, on a toujours par exemple un nombre restreint d'intervenants au sein des équipes et un périmètre d'intervention toujours aussi large parce qu'en fait, tout ce qui était on-premise et autres, par exemple, ne disparaît pas, on rajoute encore dans le panier. Donc, ça nécessite la mise en place de nouvelles pratiques et notamment, on voit l'émergence pour répondre à tous ces besoins d'une nouvelle philosophie qui est le DevSecOps. Donc, l'intégration de la sécurité directement dans le flux DevOps. Une des mises en œuvre de ce DevSecOps, c'est le champion sécurité. DevSecOps parce que c'est du mindset, c'est des process et des outils et c'est des personnes pour les incarner et pour faciliter cette transition.
D'où donc la mise en place, le rôle porté par ce qu'on appelle le champion sécurité au sein des équipes DevOps. Donc pour commencer déjà, qu'est-ce qu'on sait qu'un champion sécurité? Donc en fait, je pense qu'il y a autant de définitions du terme champion sécurité qu'il peut y avoir de vision sur son périmètre d'intervention. Si on cherche à savoir ce qu'est déjà, si on reprend back to basics, qu'est-ce que c'est un champion? C'est un défenseur attitré d'une cause. On se fie au petit Larousse. Donc le champion sécurité, on pourrait voir que c'est celui qui porte la conscience sécurité. Alors quand on dit porte avec peut-être plus ou moins de pouvoir, c'est justement ce qui sera débattu dans le cadre de ce webinaire. Donc la conscience sécurité dans et en dehors les équipes. Donc voilà en gros comme une première introduction. Donc ensuite, je vais laisser donc débattre nos intervenants. Donc déjà, messieurs, selon vous, quels seraient justement, puisqu'on parle de cette notion de champion sécurité, les avantages et les inconvénients qui sont liés à la désignation d'un champion sécurité justement pour porter le DevSecOps. Donc Clément, par exemple, si tu veux commencer. Moi, ce qu'on constate généralement, c'est que les équipes qui sont responsables de la migration vers le cloud, notamment dans les gros comptes, en général, c'est des équipes petites, voire moyennes, mais on est souvent une quinzaine de collaborateurs. Et le champion sécurité, ça va être notre relais dans les différentes équipes métiers qui va nous permettre d'avoir l'effet de levier nécessaire pour pouvoir atteindre les centaines d'applis qu'on a à migrer dans le cloud. Ce qu'on ne peut pas faire, nous, en tant qu'équipe sécurité ou équipe responsable migration cloud, etc. On ne peut pas avoir le niveau de finesse suffisamment fin pour aller voir ce qui se passe dans chaque équipe. Donc, on va utiliser les champions de sécurité comme un effet de levier pour avoir des ambassadeurs au sein des différentes équipes qui vont être impliquées dans cette migration cloud. Donc moi c'est vraiment ce relais, cet effet de levier qui va nous intéresser dans un premier temps. Oui, effectivement, je partage, Clément. Pour notre part à nous, puisqu'on a une équipe qui est complètement projetée sur le théâtre des opérations, comme on dit, donc on est pleinement doueur et donc acteur auprès des équipes plateformes digitales que j'évoquais tout à l'heure. Et donc l'intérêt, c'est clairement celui-là, ou Christine, comme tu l'évoquais également. L'idée, c'est d'être au-delà des policiers et au-delà des politiques sécurité qui sont inscrites comme ça par du régalien dans l'entreprise, c'est véritablement accompagner ces équipes au quotidien, concrètement dans les réalisations, en leur insufflant by design, je dirais, quand c'est possible, la sécurité. Et le premier avantage pour nous, c'est la réponse graduée, c'est-à-dire que on est dans le contexte de l'équipe, on est au devant de ces problématiques, de ces ambitions. Parfois, j'ai à l'esprit plusieurs sujets sur lesquels on va par exemple se dire on a une projection, on aimerait atteindre ce niveau de sécurisation, mais il y a peut-être 3 steps à faire pour pouvoir aussi sortir la feature, mais avec un niveau de sécurité suffisant. Et ensuite, derrière, on sait qu'on va faire un basculement technologique, par exemple, et parce que c'est nécessaire, parce que ça correspond à la big picture de là où veut aller la plateforme digitale. Et donc, la réponse, elle est clairement adaptée et graduée aux ambitions de l'équipe. Donc, c'est le premier avantage, c'est cette grande proximité avec les équipes qui réalisent. Moi, ce que je vois aussi comme second avantage, c'est de contrebalancer un petit peu l'approche sécurité qu'on a souvent par les outils. Donc, quand on fait une migration cloud, on va s'équiper d'un certain nombre d'outils pour vérifier la mise en place de notre sécurité, avoir des indicateurs et des outils qui permettent de détecter les problèmes. Et le Security Champion va pouvoir apporter le côté plus humain, le côté plus proactif dans la démarche pour justement nuancer, ne pas avoir qu'une approche outil, parce que si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Donc on va avoir vraiment ce point de contact humain aussi dans les équipes, ce relais, et voir la vision plus approfondie aussi. Le Security Champion, il va pouvoir se focus
plus spécifiquement sur des problèmes contextuels de l'application. Nous, on a des petites anecdotes assez croustillantes, mais un security champion, malgré tous nos outils qui étaient passés sur l'application pour vérifier que la sécurité était bien faite, en fait, il s'est rendu compte qu'on avait une de nos routes d'API qui prenait littéralement une requête SQL en paramètres. Donc on n'est plus sur de l'injection SQL, donc une possibilité d'insérer du SQL par erreur. On est vraiment sur une application qui passait complètement sa requête SQL avec toutes les failles de sécurité possibles. Et l'erreur était tellement grosse qu'elle avait été ratée par les outils qu'on avait mis en place. Donc voilà, pour moi, c'est aussi ce côté humain et ce côté non-outil qui va pouvoir nous aider. Et effectivement, pour aller un petit peu plus loin de ce que Clément vient de décrire, c'est un des points très intéressants que je trouve dans les champions de sécurité, c'est qu'ils vont avoir une vision très transverse des différents projets et donc des différentes problématiques. Et du coup, effectivement, l'approche très ou trop outillée ça peut être on va dire un problème dans ce sens-là. Et donc du coup, le champion de sécurité qui lui va avoir une vision un petit peu transverse, mais il va peut-être être capable d'homogénéiser cette approche, peut-être de rationaliser, standardiser les outils, en mettre un peu moins, mais les mettre un peu meilleurs endroits, aussi en fonction des choses qui sont plus souvent remontées. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant de pouvoir faire de la réutilisation de choses qui sont faites en fonction des différents projets. En revanche, un point où, à mon avis, un point où il faut faire très attention sur cette notion de champion, et c'est vrai dans d'autres domaines, que ce soit des champions en sécurité ou des champions DevOps ou autres, c'est que peut avoir tendance à imposer un petit peu le top dans son domaine. Et le problème, c'est que le top dans son domaine, c'est pas forcément ce qui peut aller, on va dire, dans le sens du projet, et même parfois qui peuvent ralentir ou bloquer certains projets. Des cas d'exemple qu'on peut avoir, c'est en tant que sécurité, moi je veux pas qu'il y ait je veux pas par exemple qu'il y ait d'accès aux bases de données, ce qui peut s'entendre. Par contre, les développeurs, eux, vont avoir besoin d'avoir de la donnée pour travailler. Et donc, du coup, si on est un petit peu siloté comme ça, ou si vraiment on veut aller au top dans son domaine, et bah, du coup, on va se retrouver en fait, à ne pas proposer de solution pour les projets. Donc, ça, c'est un risque, je pense, c'est un très fort point d'attention pour le champion. Mais effectivement, s'il a cette approche très transverse, on devrait pouvoir potentiellement mitiger ce risque. Après, pareil, un petit peu dans le même sens, il ne faut pas non plus que le champion sécurité, que toute la problématique, toutes les problématiques de sécurité reposent sur lui, parce qu'après, il va finalement conserver le savoir, et la transmission avec les autres pôles de l'entreprise, les autres projets, ne sera pas facilitée. Oui, alors attention, hein, en tout cas, c'est la conception que l'on a, nous, le champion sécurité, pour peu qu'on l'appelle ainsi et qu'on lui confie comme ça des capacités, ce n'est pas un professionnel de la sécurité dans notre contexte. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est inspiré, qui est intéressé, qui souhaite insuffler sur son périmètre qu'il connaît une réponse à cette problématique dans le temps, avec son équipe et avec l'appui, comme tu l'indiquais, d'un dispositif plus global que l'entreprise maintient, propose, qui est en grande partie, par exemple, centralisé quand il doit répondre à de grandes ambitions transverses ou à des problématiques sur des projets beaucoup plus impactants pour l'entreprise. Mais voilà, le champion sécurité, ce n'est pas un professionnel de la sécurité. Il est accompagné, il appuie en fonction de ça aussi sa maturité et les moyens qu'on lui confie. Donc, faut bien imaginer que c'est un facilitateur, mais ce n'est pas du tout un professionnel en soi qui doit par ailleurs porter la responsabilité
des choix, parce que la responsabilité, premièrement, elle est collective dans une équipe, surtout aujourd'hui dans un univers qui est voilà, très agile, très time to market, etc. Donc, on a décentralisé les prises de décision, on a décentralisé les responsabilités, et donc l'équipe réalisatrice et qui maintient par ailleurs chez nous, elle a aussi l'obligation de maintenir son outil de production, elle est pleinement responsable. Et la sécurité, ça en fait partie. Donc, elle a cet appui, elle a cet avantage d'avoir une proximité sur la sécurité, mais attention, le champion sécurité n'est pas un professionnel à part entière. Peut-être qu'il le deviendra, on verra ce qu'on en pense les uns les autres, mais voilà, attention, sa responsabilité n'est pas de faire les choix et les faire seul. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, ça me fait penser, avec l'introduction de cette notion de collectivité, donc de support qui peut venir autour du champion sécurité pour l'aider à bien fonctionner. Quels seraient selon vous justement les moyens qu'on pourrait attribuer, que l'organisation dont elle pourrait se doter, dont elle pourrait doter le champion sécurité pour justement maximiser les avantages que vous avez cités et essayer justement de diminuer les points d'attention, de traiter en tout cas les points d'attention. Quels seraient selon vous les moyens à donner? Clément, par exemple? Alors pour moi, le premier moyen, c'est déjà de définir clairement ce qu'on attend d'un security champion dans l'organisation. Et il y a plusieurs niveaux, on va dire, d'implication qu'on peut attendre du security champion. Et donc, au sein de l'organisation, il va déjà falloir définir quel niveau on veut. Est-ce qu'on veut juste un simple relais? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui soit déjà plus dans le conseil? Ou est-ce qu'on veut aller jusqu'à lui donner la responsabilité de la sécurité de certains périmètres? Et en fonction de ça, il va falloir l'outiller en conséquence pour qu'il puisse exécuter le mandat qu'on lui a donné. Et donc, on va retrouver des outils techniques, les monitoring que nous, on a mis en place, il va devoir y avoir accès. Mais si on veut aller plus loin, il peut aussi avoir besoin de capacités d'intervention au niveau hiérarchique pour pouvoir imposer des choix ou imposer de prioriser la sécurité. Donc, il faut penser à tous les aspects dont il aura besoin pour mener à bien le mandat qu'on veut lui confier, quoi. Et c'est pas il n'a pas besoin que d'outils techniques et pas que de formation. Même s'il en a besoin, il a d'abord besoin d'un cadre, à mon sens, pour maîtriser l'enjeu de son rôle. Alors, pardon, mais c'est vrai que les outils ont un rôle à jouer, un rôle qui est majeur, surtout dans le temps, et d'ailleurs on en crée pour ça, parce que c'est une aide au quotidien. Mais il faut bien qu'on se souvienne que le champion sécurité, c'est une personne qui va incarner en fait ce rôle. Et par conséquent, je pense que c'est pas un moyen, mais en tout cas, si on devait faire un premier choix, ce serait de se poser la question du casting. Comment on choisit un champion sécurité, sur quels critères, quelle dynamique personnelle, quel est le savoir-être en lui qu'on souhaite voir et qui incarnerait pas la fonction, parce que j'ai dit que c'était pas un professionnel, mais en tout cas l'inspiration et la sensibilisation et la vocation qu'il a de venir accompagner un peu ses équipes. Donc voilà, je pense que le premier élément structurant, c'est de se dire quel est le persona. J'aime pas, ça fait très marketing, mais voilà, c'est se poser la question sur quel est le profil qu'on souhaite et dans ce cas-là, avoir une homogénéité autant que possible et d'en faire le premier pilier pour introduire cette notion de champion sécurité. Parce qu'il est ambassadeur avant tout auprès de ses équipes et donc c'est important de veiller à ces aspects-là. Ensuite, on parlait d'outils et d'accompagnement. Évidemment, autour de lui, il y a des gens qui sont des experts aussi, qui sont, comme je l'ai dit, centralisés, qui ont ces connaissances
et qui peuvent l'accompagner, qui doivent l'accompagner. Donc c'est un relais non négligeable, c'est un lien qu'il faut garder en permanence avec lui. Le champion sécurité n'est pas un libéraux comme ça là, qui se balade dans les équipes et qui va modeler les choses non seulement à sa guise, mais aussi sans lien avec une politique globale ou avec une cohérence globale. Donc, il faut veiller à ça. Et il a un avis consultatif malgré tout. Il a le droit, moi j'aime bien parler de droit à l'erreur, mais surtout le droit de se reprendre ou le droit de dire moi je ne sais pas, je reviens vers vous, je verrai à ce moment-là tranquillement avec d'autres experts ou avec les experts centraux ce qu'il en est, et ensuite je pourrai venir vous alimenter avec les bons éléments. Donc voilà ce qui, à mon sens, le premier moyen sur lequel il faut miser, c'est le choix de ces personnes, leur personnalité, comment on souhaite rayonner. Victor, c'est très intéressant ce que tu décris sur un petit peu l'avis consultatif du champion. J'aime beaucoup cette idée parce qu'effectivement, je pense qu'effectivement, une des premières étapes, c'est d'abord de clarifier les besoins, les tâches et effectivement les moyens, qu'ils soient techniques ou au sein de l'organisation. Et surtout, le plus important, de les relier aux besoins des développeurs, enfin des équipes de développement et des produits. Effectivement, du coup, l'avis consultatif est très intéressant parce que il va arriver avec effectivement tout ce qu'on a décrit un petit peu avant, et il va finalement apporter un certain avis, du conseil sur ce qui est actuellement fait, ce qui pourrait être mieux amélioré, etc. Et typiquement, des choses qu'on peut voir, qu'en tout cas moi j'ai déjà observé, c'est finalement les développeurs, ils font un petit peu entre guillemets comme ils peuvent, et donc du coup, parce que certains outils n'existaient pas, ou peut-être parce que pour diverses raisons, ils n'avaient pas sur leur application par exemple de capacité à voir les logs de ce qui se passait. Donc du coup ils se sont dit c'est quand même plus pratique, donc on va mettre en place un petit système, c'était une route d'API en l'occurrence, qui exposait les logs du système directement sur une route d'API. Ce qui est pas optimal pour pas mal de raisons, on imagine bien. Et donc du coup, c'est là où effectivement il peut y avoir cet aspect vie consultatif est très intéressant, parce que peut-être que ce sera pas au champion sécurité de travailler à la mise en place des outils et des pratiques, etc. Mais par contre, lui, il a tout à fait le droit, et il doit d'ailleurs le dire que cette pratique-là ne convient pas. Et donc du coup, voilà, vraiment avoir cet aspect très conseil, quoi. J'aime beaucoup cette notion-là sur le champion. Oui, de conseil. Alors, je crois que c'est définitivement en filigrane de ce qu'on se dit, en tout cas sur cette question de moyens, c'est que il y a nécessairement une limite, je pense. C'est-à-dire le champion sécurité, voilà, il a ses capacités, il est engagé, mais son engagement a des limites, non seulement dans l'exécution, comme on vient de se le dire, mais aussi dans le temps en tant que dispositif. Donc, je pense qu'il faut se projeter aussi et se dire demain, voilà, j'ai ce véhicule, pardon du terme, mais en tout cas, j'ai ce dispositif là qui est en place, mais demain, comment je souhaite le faire évoluer, comment, fonction des pas de maturité qu'ont gagné les équipes, je souhaite maintenant intervenir dans l'organisation pour aller plus loin dans la culture autour de la sécurité, parce que on a dans des équipes des développeurs, c'est dans le métier, et à terme, je pense qu'il faut que ces gens acquièrent en fait les connaissances sécurité pour libérer au fur et à mesure du temps le champion sécurité. Donc, si je comprends bien, en fait, là, on touche à la notion de dire qu'un champion en sécurité, oui, mais peut-être pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen, une étape, un jalon
sur toute une mise en place plus large, plus complète de cette philosophie DevSecOps. Donc une solution parmi d'autres transitoires. Donc dans ce cas-là, que pensez-vous, Clément, Adrien, tous les deux, de cette notion de phase transitoire, et s'il y a phase transitoire, quelle serait pour chacun d'entre vous l'étape suivante à mettre en œuvre après la mise en place du champion de sécurité? Bah, du coup, moi, je vois le champion sécurité un peu comme un premier de cordée. C'est lui qui va être au début notre relais, notre ambassadeur dans les équipes pour expliquer la démarche et être le relais des informations. Mais l'objectif, c'est de faire monter tout le monde en compétence pour que tout le monde prenne en compte la sécurité, si possible, by design, dès les étapes de conception, et que la sécurité soit pas vue comme quelque chose qu'on fait après pour avoir le droit de mettre en prod, mais quelque chose qu'on va prendre en compte, et que ces règles de sécurité deviennent un peu un standard au niveau des développeurs et des opérationnels. Si on veut avoir un produit sécurité, il faut le penser à chaque instant, avoir à chaque instant ça en tête, et donc il faut partager auprès du plus grand nombre, et que tout le monde partage cet objectif. Donc moi, pour moi, le Security Champion, ça va être notre premier de cordée, quoi. Mais il faut que tout le monde suive. Il est là pour ouvrir la route. Il faut défricher un petit peu, mais derrière, il faut que tout le monde suive, et tout le monde s'imprègne des bonnes pratiques qui vont émerger des réflexions. Alors, si je peux me permettre, sur la phase transitoire, je dirais que, bon, évidemment, je reviens à la notion que je développais juste avant, celle de transitoire, parce que le champion de sécurité, pour moi, c'est un dispositif qui doit être transitoire, parce que, comme on l'a dit, le but, c'est quand même d'insuffler la sécurité autour de lui, et que ça devienne un ADN pour dans le travail, la philosophie, la culture des gens autour de lui, typiquement les développeurs et d'autres acteurs. Donc, moi, je dirais que quand c'est possible, l'idéal, c'est d'avoir une roadmap avec lui qui soit précise et qui entrevoit en tout cas la fin, ou en tout cas le déclin paisible du champion sécurité, avec des étapes clés dans l'évolution, pour qu'il puisse de un être rassuré. Je pense que c'est toujours bon que l'on sache où on va, et que l'on connaisse les étapes pour savoir aussi comment personnellement on va évoluer, comment personnellement on va se positionner par rapport à ça. Ça permet l'anticipation aussi, évidemment, c'est pour ça que ces plans sont faits. L'engagement, il n'est pas illimité dans le temps, surtout en termes d'énergie. Je veux dire, on le sait tous. Moi, je le constate aussi au quotidien, quand on ne peut pas se donner à 200% de permanence sur un sujet si on ne sait pas exactement où on va et quelles sont les étapes que l'on veut atteindre. Donc nous, on s'accorde, même par exemple, à travers la notion de PI planning ou de roadmap annuel, de bien positionner nos enjeux et les ambitions là-dessus, afin de rassurer les champions sécurité, et qu'ils puissent mesurer stratégiquement, intelligemment leur énergie, et choisir les sujets sur lesquels aussi ils vont être beaucoup plus actifs. Voilà, donc une stratégie par étape qui est aussi fonction de la maturité, évidemment. Donc tout ça, c'est à nuancer à fonction des pas que réalise au quotidien le champion sécurité avec les équipes. Là-dessus, j'ajouterai le casting. J'en parlais au début, mais je crois que ça a du sens de l'intégrer en continu dans l'entreprise, au sens où il faut être exigeant dans son casting, dans l'assessment des personnes que l'on recrute, que ce soit pour des missions ou en les internalisant, et de vérifier concrètement des savoir-faire que l'on attend et qui pourraient projeter au-delà du simple CV ou de l'échange comme ça qu'on a avec la personne. Et donc, on a développé, par exemple, des labs
dans notre cloud, où pendant 50 minutes avec les candidats, on va décliner des exercices, on va décliner des sujets qui vont évoluer en termes de complexité, etc. Et à ce moment-là, on va vérifier qu'ils sont à même de réaliser et de réaliser dans les pratiques que l'on attend d'eux. Voilà, donc ponctué de questions, par exemple, sur la sécurité, sur le maintien, sur la performance, toute notion qui nous intéresse, dont la sécurité évidemment, pour bien valider qu'on aura des gens qui vont s'enquérir de ces questions-là. Et puis, il y a un rôle qui fait son apparition chez nous de plus en plus. Je crois qu'on a à peu près 40% peut-être des plateformes aujourd'hui qui l'ont intégré, c'est le rôle de SRE, donc Site Reliability Engineer, qui est un vrai levier aujourd'hui dans la sécurisation au sens large, c'est vrai, du service, mais surtout aussi sur la notion ou l'idée qu'on a de dire qui pourrait incarner le champion sécurité. Le SRE, par exemple, c'est un candidat tout désigné qu'il faut mettre à profit. Oui, effectivement, je reviendrai un petit peu sur la notion de transitoire, parce que finalement, le champion sécurité, pour moi, il doit amener le step initial ou le step transitoire en fonction d'où on est. C'est-à-dire que le champion sécurité, par exemple, dans une organisation qui est un petit peu, on va dire, qui a une certaine carence en termes de sécurité, effectivement, le champion sécurité va permettre d'amener le sujet, la discussion, d'hydrater un petit peu toutes les équipes et même toute l'organisation au sens large. Mais effectivement, il pourrait aussi potentiellement, dans une phase initiale de construction, apporter un petit peu ces éléments, sa vision dès la phase de conception. Mais dans tous les cas, je pense que de tout ça, ça se réfléchit vraiment au niveau organique, on va dire. Et donc, du coup, un des points intéressants, c'est que très rapidement, dès le début finalement de ce processus-là, c'est d'identifier quels seront les relais au sein des équipes. Et effectivement, Amine, tu as évoqué les équipes SRE. Moi, je pense qu'effectivement, ça doit être un mandat ou au moins ça doit être vraiment on va dire, partie prenante de cette équipe-là, d'être garant entre guillemets de l'application des bonnes pratiques de sécurité au fil du projet. C'est-à-dire que ce soit pas non plus des choses qui soient très temporelles, voilà, tous les enfin, régulièrement, ce qu'on peut aussi observer parfois dans certaines organisations de sécurité, ça va être des choses où on va auditer tous les 3 mois ou des choses comme ça. Mais justement, l'avantage d'avoir quelque chose de très organique, c'est qu'on va pouvoir, au fil de l'eau, à chaque décision finalement d'architecture, mettre ce petit grain sécurité dans le projet, quoi. Et j'ajouterais que pardon Christine, que le mot grain est tout bien choisi parce qu'on est souvent sur du continuous delivery, continuous integration. Je pense que le continuous security a beaucoup de sens aujourd'hui et c'est ce qu'il faut faire, c'est des petits pas tous les jours au lieu d'imaginer un grand audit tous les 4 matins qui remet souvent en question un tas de choses et qui bloque tout le monde, même psychologiquement. En effet, je partage tout à fait. Ça fait beaucoup d'informations qui ont été communiquées, qui ont été échangées autour de ces 3 questions qui ont été un peu le fil conducteur du débat. Je reprendrai du coup la notion à mon tour de petits pas qu'on vient juste d'évoquer justement. Juste avant, on va donc on approche de la fin de du webinaire. Donc si vous souhaitez poser des questions dans le chat, n'hésitez pas. S'il nous reste un petit peu de temps, on les traitera. Mais donc pour conclure, en reprenant cette notion de petits pas, si je me mets justement à la place d'un responsable projet ou d'un responsable sécurité qui souhaite justement mettre en place, s'approprier donc cette culture d'SecOps en passant notamment, mais pas que, on l'a bien vu par cette notion de champion sécurité, quel serait selon vous le premier petit pas justement, la première chose à faire pour initialiser cette démarche? Moi, je dirais que la première des choses à faire, c'est de discuter des risques et des menaces qui pèsent sur l'organisation d'une manière générale et de la partager avec tout le monde, que tout le monde ait cette vision de la menace contre laquelle
on souhaite se protéger, parce il y a beaucoup de types de menaces, beaucoup de risques, beaucoup de choses à faire au niveau sécurité, mais elles sont pas toutes aussi importantes dans un contexte particulier. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec des entreprises dans le milieu bancaire. Et nous, par-dessus tout, c'est la fuite d'informations qui nous préoccupe, que ce soit suite à une intrusion de l'extérieur, voire même on souhaite se protéger de fuite d'informations qui pourraient être initiées de l'intérieur. Donc ça, c'est notre premier risque. Il faut que tout le monde soit conscient que ça, c'est la première chose à réussir, c'est réussir à garantir que nos données sortent pas. Pour d'autres entreprises, il y aura probablement, enfin, il pourrait y avoir un besoin de continuité de service. On voudra garantir que notre service est rendu quoi qu'il arrive, etc. Donc bien conscientiser les différentes des différents intervenants pour que chacun déjà sache contre quoi on doit se protéger. C'est le premier pas pour réussir à se protéger, savoir identifier la menace et que tout le monde partage cet objectif. Ça, ce serait mon premier pas. Et, voilà. Effectivement, je pense que je partage tout à fait ce que tu dis, Clément. Je pense que avoir conscience des risques, on va dire, encourus par son activité, et voilà, ça, c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant, très important. Mais après, ça, il faut, du coup, je pense, le partager avec tous les intervenants de l'organisation. Et ça, c'est peut-être finalement une étape qui potentiellement parfois est un petit peu, enfin, qui peut être rapidement oubliée. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, que tout le monde connaisse les risques et sache, peut-être avec un minimum on va dire, de pratique, finalement, s'en prémunir. Typiquement, je pense que oui, le risque de fuite de données, c'est un fait. Et ben, si on parle sur AWS de données, voilà, si vous faites pas ça sur telle ressource, vous avez un risque de perte de données, le cas classique étant les buckets S3. Je pense que ça, c'est des petits pas, des petites choses qui sont finalement assez simples et qui sont très, très faciles à corréler avec les risques de son activité. Et du coup, effectivement, si on a une toute petite caisse à outils, on ne parle pas de choses très complexes, mais si on a une petite caisse à outils où on peut associer risque et solution, je pense que ça peut être un pas assez rapide et qui peut vraiment donner en plus, je pense, du crédit et de la valeur au travail du champion sécurité dans un premier temps. Absolument. Alors, ce que j'ajouterais peut-être pour compléter, c'est que quand on a le cadre, qu'on a les objectifs, qu'on a identifié nos moyens et que on s'inscrit comme ça dans une roadmap, voilà, dans notre vision, finalement tout ce qui est nécessaire maintenant, c'est d'avoir un leadership fort sur les questions de sécurité. Et ça passe par une ligne managériale convaincue qui plébiscite et qui inscrit dans les roadmaps métiers, et le mot est choisi, hein, l'idée c'est pas d'en faire qu'un sujet technique et que d'en faire un sujet technologique. C'est le cas, c'est vrai pour beaucoup, mais c'est avant tout des sujets d'intérêt globaux pour l'entreprise qu'il faut inscrire pleinement maintenant dans les roadmaps métiers et d'en faire dans la culture de l'entreprise un vecteur important de création de valeur. Voilà, c'est tout simplement. C'est-à-dire que moi, je suis client chez nous, on est rassuré quand on sait qu'on est en capacité de protéger les données, comme dit Clément, parce que voilà, la donnée, déjà, elle nous appartient pas, elle appartient à notre client. Et on se doit, on est responsable, surtout maintenant avec GDPR et toutes ces politiques qui ont du sens et qui nous protègent et qui protègent nos clients, d'investir les moyens que nous octroie le client ou que se donne l'entreprise dans ces sujets de sécurité, parce que ça a du sens même pour le business, et c'est comme ça qu'il faut le traduire maintenant sur des aspects business. Et
à cela, donc dans la stratégie de l'entreprise, quand on a des moyens et des convictions fortes, on ne peut qu'aboutir et en faire au fur et à mesure du temps un non-sujet. Je pense que la meilleure façon de réussir le sujet sécurité ou tout autre sujet, c'est quand ça devient plus un débat, quand ça devient mais avant on faisait comment? Mais c'est vrai, avant il fallait se battre pour essayer de. Oui, oui, ben voilà. Je pense qu'on réussira quand ces convictions seront pleinement partagées, que ça deviendra un non-sujet. Merci, bah, c'est un bel objectif en tout cas. J'espère qu'on y Oui. arrivera à moyen et long terme. Bah, merci à tous. Je vois qu'il nous reste une petite minute. Allez, on se tente une question pour terminer. Donc juste, bah, tiens, par exemple, là, il y a une question. On sait tous que la forme est aussi importante que le fond. Quelqu'un qui nous dit, dans la mesure où le champion de sécurité n'est pas un professionnel, n'a pas cette responsabilité, est-ce que le terme champion est bien choisi? C'est vrai qu'au final, on n'a pas trop discuté sur l'intitulé. Ben, Adrien, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, le terme est intéressant. Et un petit peu pour reprendre ce que disait Amine à ce sujet-là. Finalement, le champion sécurité, c'est pas un dieu ni un ayatollah de la sécurité. Et du coup, peut-être qu'en fait, finalement, la première action pour que la démarche du champion sécurité soit efficace ou en tout cas acceptée par l'organisation, c'est peut-être de pas l'appeler comme ça et de trouver une façon plus sympa, peut-être plus inclusive dans l'organisation finalement de l'appeler. En fait, le champion, ça fait très sachant, ça fait très un petit peu très ascendant par rapport à l'orga et donc du coup, voilà, ça va faire une notion très verticale, très top-down, on va dire du terme. Et peut-être que finalement, ce qu'on veut, c'est un petit peu l'inverse, et qu'en fait, c'est que tout ça ce soit, comme je disais tout à l'heure, très organique. Et donc, peut-être qu'au lieu de champion, appeler ça différemment. J'ai pas la solution tout de suite, mais voilà, je pense qu'effectivement, le terme de champion sécurité, c'est peut-être quelque chose qui pourrait finalement nuire à son objectif, quoi. En plus, tu as raison, parce que champion par définition, c'est qu'il a déjà réussi, alors qu'on a tellement à faire. Donc, Peut-être Et que référent sécurité pourrait référent sécurité ou ambassadeur sécurité, par exemple, on trouve un peu C'est pas ce mal. bâton de pèlerin de l'ambassadeur. Très avenant. Et ben, voilà, on en arrive à la fin de notre débat. Et ben, merci à tous à tous les trois pour votre participation. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, nous remonter des points, discuter de vos projets sécurité, proposer des sujets qui vous intéresseraient qu'on traite dans les prochaines sessions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse qui s'affiche. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne continuation, une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir.